à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes les bienvenus ici même dans Global Africa Télé Sud. Vous le savez, merci pour votre fidélité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. D'abord, vous le savez, je vais vous le dire, ici même. Allez vous abonner, plus vous serez et mieux ce sera. La famille continuera de grandir sur Global Africa Télé Sud, sur tous les supports des réseaux sociaux. Alors dans le cadre de l'entretien du jour, une personnalité qu'on va recevoir. Il est avocat international, mais également aussi acteur politique. Il est acteur politique parce que, voilà, il est en veille pour le 2027, avec notamment une personnalité que vous connaissez, c'est M. Édouard Philippe. Alors aujourd'hui, il est avec nous. Il s'appelle Jean-Claude Beaujour. Bonjour maître. Bonjour Adi. Je sais pas d'ailleurs, je vous appelle maître ou Jean-Claude Beaujour, Jean-Claude. Parce que j'ai les deux casquettes là. Jean-Claude. Jean-Claude Beaujour. Comme disait l'autre, je m'appelle Jean-Claude. Ouais, effectivement. Avocat international, avec votre statut, hein, pro-américain. Enfin, en tout cas, je passe beaucoup de temps aux États-Unis, oui. Qu'est-ce qui vous... Oui, c'est un pays que je connais bien. Tout d'abord, en tant qu'Antillais, je vis dans l'arc, j'ai vécu dans l'arc caribéen. L'histoire américaine, c'est notre histoire. J'ai étudié, je travaille une partie de mon temps aux États-Unis. J'y ai donné un certain nombre d'enseignements. J'ai une fille qui est avocate à Chicago. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. Vous parlez autant américain, oui, anglais que français, les deux. Oui, absolument. Hein. Et vous êtes aussi auprès d'Édouard Philippe. Vous êtes sur les starting blocks, me semble-t-il, pour 2027, l'élection présidentielle, la future élection présidentielle. Il y a une Et m'a-t-on dit, pardonnez-moi, je vous laisse, on m'a communiqué quelques infos. Vous êtes y compris vous-même sur les starting blocks pour assurer, je dirais, une place au sein de l'exécutif. Absolument. Il y a une constitution qui veut que le président de la République actuel ne pourra pas se représenter une troisième fois. Son mandat vient à terme au mois d'avril-mai 2027. Donc il y aura une élection présidentielle et à ce titre, je soutiendrai Édouard Philippe. Non seulement je le soutiendrai, mais j'essaierai de contribuer dans ma mesure à la préparation du programme et surtout d'un projet pour notre pays et pour l'ensemble de nos concitoyens. Retenez bien, chers amis téléspectateurs, retenez bien Jean-Claude Beaujour, avocat international, acteur politique auprès d'Édouard Philippe. Vous en entendrez certainement parler. On va parler de cette élection américaine qui a fait, je dirais, propulser Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche. Jean-Claude Beaujour, d'abord, comment vous-même vous avez vécu cette élection américaine? Parce que vous y étiez sur place et j'aimerais que, grâce à notre réalisateur tout à l'heure, Romain, découvrir vos images, parce que vous étiez à New York, vous avez commenté New York pour les et Washington. Voilà. Ouais. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste qu'on regarde. Comme ça nous permettra, pour nos amis téléspectateurs, de voir un petit peu ce que vous faisiez. Vous avez fait le tour des médias là-bas. Oui, parce que dans la mesure où je vis avec un certain nombre d'acteurs politiques, administratifs américains, je suis un acteur de terrain. Je sais ce que pensent les Américains. Le week-end avant l'élection, j'étais avec des partisans de Trump. Une partie de l'été, j'ai passé du temps avec des gens qui sont très engagés chez les démocrates. Bref, ça permet de comprendre et de prendre le pouls et de comprendre ce que souhaitent les électeurs et là où va l'Amérique, parce qu'en fait c'est le vrai sujet, là où va l'Amérique et comment nous, Européens, Africains pour certains, Asiatiques, comment est-ce qu'on peut on doit se positionner. Justement, on parlera de l'élection de Donald Trump et l'Afrique, justement ce partenariat qui parfois est remis en cause. Regardez d'abord, justement, vous-même, Jean-Claude Beaujour, sur place, où va l'Amérique, où va l'Europe? Regardez, justement, c'était en pleine élection américaine. Une double difficulté. La première, elle était vice-présidente et le vice-président se tait. Et si vous vous souvenez dans l'histoire, finalement, Lyndon Johnson se taisait derrière Kennedy. Ouais. Donc, première difficulté, c'est celle-là. Elle est la candidate d'un président qui ne se représentait pas parce qu'il a abandonné en cours. Et puis, troisième chose, elle n'est peut-être pas, on ne connaît pas encore les résultats, mais elle n'est peut-être pas parvenue à écrire une histoire avec les Américains. Elle n'a pas tiré profit de son côté femme, de son côté et de sa racine indienne, pas suffisamment en tout cas pour faire ce que Barack Obama a fait en 2008, écrire une autre page de l'Amérique, là où Donald Trump, lui, il écrit sa page, c'est l'Amérique telle qu'il la connaissait. Justement, telle qu'il la connaissait. Jean-Claude Beaujour, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que est-ce que Donald Trump est en train de réécrire l'histoire? Parce que vous parlez d'histoire. Moi, je crois que l'histoire, c'est celle qu'on connaît. Vous êtes un homme de médias. La petite maison dans la prairie, le Far West, c'est tout un imaginaire américain. C'est l'Amérique première puissance du monde. C'est l'Amérique des libertés individuelles. C'est l'Amérique où l'État ne doit pas avoir une trop grosse
part dans la vie quotidienne des citoyens. C'est aussi l'Amérique où il y a du travail. Or, l'Amérique d'aujourd'hui, c'est une radiographie, c'est sans aucun doute 800 milliardaires, je dis bien milliardaires, mais aussi 40 millions de pauvres. C'est une Amérique où on peut vivre à San Francisco avec 3 ou 4 000 euros par mois, dollars par mois et ne pas pouvoir se loger parce que le logement a flambé, c'est l'inflation, c'est la peur du déclassement. Donc c'est une classe moyenne qui s'est tassée, donc un vrai risque. Donc oui, c'est cette Amérique-là à qui Donald Trump s'est beaucoup, il s'est beaucoup adressé à cette Amérique-là et avec un message simple, c'est le MAGA, Make America Great Again. C'est exactement cela, c'est nous devons retrouver la place qui était la nôtre et que vous risquez, que nous risquons de perdre. En tout cas, c'était son message. Et il a été très largement propulsé à la tête de la Maison-Blanche, Donald Trump. Oui, alors déjà... C'est inédit dans l'histoire du pays. Hein. Oui, parce qu'alors, il y avait eu au siècle très ancien, il y avait eu un candidat qui s'était représenté, qui avait été réélu après avoir été battu. Mais dans notre époque moderne, c'est la première fois qu'un candidat, un président sortant battu se représente. En outre, il est arrivé à, j'ai envie de dire, à capter le Parti républicain qui lui avait un peu tourné le dos. Et les républicains ont bien compris qu'il était une sorte de colonne vertébrale qui avait pu rassembler le parti et qui faisait que non seulement il a eu le Parti républicain, mais en plus, vous avez vu les résultats, ils ont été explosifs. Il a gagné au vote populaire, il a gagné évidemment au nombre de grands électeurs. Il a augmenté sa majorité au Sénat qui était même pas une majorité, mais qui était une minorité, qui devient maintenant une majorité avec 53 sénateurs. Il a tout le Congrès et une Cour suprême qui est à la couleur conservatrice. Donc oui, il a aujourd'hui tous les pouvoirs, mais c'est aussi un message de la part du peuple américain. Message du peuple américain, vous savez, il y a aussi ce message des Africains. Alors on va en parler, vous le spécialiste des États-Unis. Alors l'élection de du président Donald Trump, est-ce que les besoins aujourd'hui stratégiques des États-Unis, soyons clairs, je vous pose la question, ce sera ma première question, pourraient être positifs pour les relations, à la fois, Jean-Claude Beaujour, diplomatiques, politiques, investissement et commercial avec certains pays africains? Alors, moi je crois que rapidement, sur le Prenons le temps, il faut vraiment qu'on parle, justement. Alors, historiquement, l'Afrique n'était pas un allié ou un partenaire pour les États-Unis qui voyaient trop de problèmes démocratiques, problèmes économiques, avec un commerce mondial, une part d'un commerce mondial qui était assez faible, aux alentours de 2-3% de la part de commerce mondial. Jusque dans les années 80, la relation avec l'Afrique, c'était essentiellement une relation où les Américains se contentaient de veiller à ce qu'il n'y ait pas une influence russe trop importante. Donc on était là, on préservait, on regardait ce qui se passait. Sauf qu'elle est importante et on va en parler tout à l'heure. À partir, il y a deux éléments en termes de sécurité qui vont modifier les choses. Tout d'abord, en 98, il y a le très gros attentat de Nairobi, l'ambassade des États-Unis. Et puis, il y a le 9 septembre en 2001. Et les Américains se disent, il y a une présence islamiste, je dis bien ce sont les propos américains, une présence islamiste au Sahel et pas seulement, donc ils décident d'avoir une présence sécuritaire plus importante et c'est ainsi qu'à Djibouti, vous avez à partir de 2002 une base américaine avec à peu près 1800 hommes, Djibouti que je connais bien puisque j'ai été en poste à Djibouti. Donc sécurité. Par la suite, les États-Unis se rendent compte que l'Afrique est un partenaire commercial. Tout d'abord, ce qui est un handicap aujourd'hui devient un atout parce qu'il y a une classe moyenne africaine qui est plus importante, parce qu'à horizon de X, on aura plus d'1 milliard d'Africains. Donc les Américains se disent il y a des choses à faire, parce qu'il y a des réserves naturelles, des matières premières. Et donc pour toutes ces raisons, les Américains décident de regarder sur le plan un peu plus économique. Et à partir de 2007, il s'installe un certain nombre de forums pour pouvoir faciliter la relation entre l'Afrique et les États-Unis. Et bien justement, quand je vous écoute attentivement parler, justement nous expliquer, nous exposer la chose, Jean-Claude Beaujour, très clairement, est-ce qu'avec le retour de Donald Trump, que va-t-il advenir justement des exploitations ou des exportations africaines avec, vous savez, on parle beaucoup du marché américain, à destination du marché américain. On parle beaucoup, vous savez quoi, d'exonérer les taxes. L'Afrique se pose la question aujourd'hui.
Alors, moi, je vais vous dire, je n'ai pas une inquiétude. C'est la grosse crainte. Je n'ai pas une inquiétude démesurée. En tant qu'avocat, nous accompagnons un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains. On les accompagne sur l'entrée sur le marché américain. Donald Trump a un discours politique, il est élu maintenant, il fait beaucoup de communication. Pour autant, vous avez tous ceux qui l'ont soutenu. Une campagne américaine, c'est plus d'1 milliard pour chaque candidat, chaque gros candidat. C'est l'industrie, c'est le monde économique et ces gens-là ont des intérêts. Et le marché américain a aussi des besoins. Donc certes, il y aura toujours un discours du type nous, c'est l'intérêt des Américains avant tout, etc. Pour autant, on ne va pas avoir une révolution sur le plan réglementaire. En revanche, ce que nous disons, ce que je dis beaucoup à nos clients, c'est que tout d'abord, l'Amérique, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas aussi libérale sur le plan réglementaire, au plan économique, dans sa dimension économique, elle n'est pas aussi libérale que cela. Donc il y a vraiment des réglementations en matière agroalimentaire, en matière pour tout ce qui est agroalimentaire, pour tout ce qui est transport, infrastructure. Donc quand vous investissez, il faut être très attentif parce qu'on ne peut pas arriver en touriste là-bas. Mais quand on est un homme d'affaires, une femme d'affaires, une entreprise, il y a des règles. Elles vont continuer à fonctionner et les gens vont pouvoir continuer à s'implanter aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Aucune inquiétude à se faire sur l'exonération des taxes? Je pense qu'il n'y a pas une Pour celles et ceux qui nous regardent, c'est important. Je pense qu'il n'y a pas une grosse inquiétude à se faire, sauf si on était sur des produits qui sont frontalement, extrêmement concurrents des Américains. Mais là aussi, n'oublions pas une chose, c'est que le moment venu, on verra, parce qu'il y a un problème d'inflation et que les Américains ont aussi intérêt à avoir un marché suffisamment souple pour pouvoir avoir une offre suffisante et qu'on ne soit pas sur un coût des matières, qu'elles soient premières, agroalimentaires, etc., explosif. Justement, Jean-Claude Beaujour, c'est très intéressant que vous parliez de la présence russe. Il y a aussi la présence chinoise de la Chine. Alors, les positionnements géopolitiques, on pourrait en tout cas être amené à être un facteur déterminant pour un certain nombre de gouvernants, de chefs d'État africains, qui ont, eux, vous savez, sont clairement, ils ont soutenu la Russie, la Chine. Qu'est-ce qui adviendrait justement à ces gouvernements africains qui ont soutenu la Chine, la Russie? Est-ce qu'il y a un repositionnement géopolitique qui pourrait être un facteur déterminant, encore une fois? Alors là encore, ne soyons pas naïfs et appliquons ou laissons aux chefs d'État africains et aux Africains le droit aussi d'avoir des options et éventuellement de revenir sur ces options. Oui, comme j'ai eu l'occasion de le dire, que ce soit les Africains, que ce soit, on dit souvent les Noirs ou ce qu'on veut, les gens ne sont pas la propriété d'une partie, c'est pas l'Est ou l'Ouest. Et donc, effectivement, moi j'ai pu déplorer, parce que dit attention, qu'un certain nombre se soit lancé, se soit laissé précipiter, se sont précipités dans les bras de Poutine. Moi, je vais vous dire, c'est tout vu, je préfère encore les Américains que Poutine. Quel que soit ce qu'on peut reprocher ici ou là à tel ou tels Américains, mais ni Poutine ni d'autres ne feront mieux et ça se fera au détriment des Africains. Donc ça, c'est la première chose à moyen terme. En revanche, je pense que les chefs d'État auront une nouvelle administration. Il y a dans l'entourage du président Trump, lorsqu'il sera à la Maison-Blanche le 20 janvier, il y a malgré tout des gens qui ont l'habitude des affaires de l'État et qui continueront. Il y a un certain nombre d'organisations qui ont été mises en place. Je pense notamment à Africom, je pense notamment à AGOA, qui est plus économique. Je pense que c'est aux Africains. Et nous sommes un certain nombre à travailler sur ces sujets, à faciliter la relation, parce que nous avons des interlocuteurs à Washington ou à New York ou ailleurs, des interlocuteurs qui sont des gens qui ne vivent pas, qui ne sont pas biberonnés à longueur de journée par Donald Trump ou qui n'attendent pas une décision de Donald Trump. Il y a de la géopolitique, mais à côté, vous avez un certain nombre de décisions ou en tout cas d'actions, de relations économiques qui vont continuer. Alors justement, Jean-Claude Beaujour, est-ce qu'avec Donald Trump, vous venez de nous dire qu'effectivement, il y a la mécanique, il y a la machine qui est en place au sein de la Maison-Blanche. Il y a ces relations qui sont avec l'Afrique. Est-ce qu'il y a justement des conséquences ou un impact pour le continent africain ?
Donald Trump a déjà annoncé la couleur. C'est pas un pro-africain. Il ne vous dit pas que les Africains sont ses meilleurs amis. D'ailleurs, personne n'est son meilleur ami. Il n'a qu'une seule obsession, c'est les États-Unis d'abord et les affaires avant tout. Donc ça, il faut garder ça en tête. Pour le reste, je pense, et je le dis souvent à nos clients, là pour le coup en tant qu'avocat, mais je le dis aussi lorsque nous sommes dans des cénacles plus politiques, il faut faire deux choses. Quand vous vous présentez aux États-Unis, vous vous présentez avec un projet ou des besoins précis, vous êtes extrêmement professionnel et vous êtes très bon dans votre domaine, et avec une idée très précise en tête sur ce que vous voulez faire avec eux ou chez eux. À partir de ce moment-là, vous aurez toujours des interlocuteurs de bon niveau qui répondront positivement. Et sur le plan militaire ? Sur le plan militaire, sur le grande plan, question. Alors, nous sommes sur une situation... La présence militaire des Américains. La présence militaire des Américains, je vous parlais tout à l'heure de la base de Djibouti. Le sujet, on n'a pas encore les premières déclarations du futur secrétaire d'État américain, mais il est évident que l'idée sera derrière, il va y avoir une volonté de combattre les islamistes. Donc les Américains vont voir est-ce que leur présence est indispensable là où ils sont déjà, est-ce qu'ils vont la renforcer ou pas. Une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis bien avant Barack Obama, mais Barack Obama a continué sur sa tendance, l'idée des États-Unis, n'est plus d'être le gendarme du monde. Donc là-dessus, il faut bien se dire que l'on soit avec une administration républicaine ou qu'on soit avec une administration démocrate, la ligne, ça n'est plus là. En revanche, ce qu'ils vont essayer, ce qu'ils feront, c'est préserver les intérêts américains, intérêts stratégiques, couloirs maritimes. Voilà, c'est ça qui va être la préoccupation des Américains, et ce d'autant qu'ils ont aussi besoin d'être très présents en Indo-Pacifique, en Asie, puisque les États-Unis regardent vers l'Asie, et notamment il y a un vrai challenge pour eux, j'ai envie de dire en français, une vraie compétition avec la Chine. Donc ils vont mettre le paquet sur la Chine, mais ils seront toujours malgré tout en quête d'assurer la sécurité des intérêts américains dans la zone, et notamment, je vous dis, autour de Djibouti, et puis ils n'ont certainement pas envie que la situation se dégrade au Sahel, par exemple. Alors, par exemple, se dégrader au Sahel, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Afrique, elle est très loin des priorités de Donald Trump? Une fois qu'on a dit tout ça, effectivement. Donald Trump, vous savez, moi Et vous connaissez l'entourage de Donald Trump? J'étais encore très jeune lorsque les premières fois où j'ai entendu parler de Donald Trump, j'étais adolescent. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui fait du business, qui n'a pas forcément, il a des idées à peu près qui font rêver, parce que c'est aussi un communicant. C'est aussi le grand animateur de séries télévisuelles, The Apprentice. Mais c'est aussi un homme d'affaires. Donc il regardera systématiquement quel business il peut faire avec vous. S'il y a un coup à faire, et là je parle vraiment au sens économique ou au sens stratégique pour les États-Unis, il fera sans état d'âme. S'il n'y a pas de coup à faire, si vous n'avez pas d'intérêt, il ne fera pas. La preuve, c'est qu'il est capable de venir en France et de dire que le défi du 14 juillet c'est très bien et la France est très bien. Le lendemain, il est capable de... Alors, c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, Jean-Claude Beaujour, parce que si vous connaissez Donald Trump depuis tout jeune, au moins de réputation, en tout cas, pas personnellement, mais au moins de réputation. Absolument. L'Afrique, est-ce qu'elle est finalement à ses yeux un partenaire important et apprécié? Deux mots différents. Alors, j'ai envie de dire... Parce que vous parlez beaucoup business quand même. Hein. Mais... Oui, attendez. Ce regard... Attendez, pour deux raisons. La première, c'est que vous avez un président qui est issu du monde des affaires. La deuxième, tout comme vous, il ne m'aura pas échappé qu'il a tourné le dos à un certain nombre de thématiques développées par la candidate démocrate, et à parler quoi? À parler immigration, mais immigration avec l'impact business. Il a parlé emploi, il a parlé inflation. Voilà, ça a été ses thèmes de campagne. C'est pas moi. La deuxième chose, pour que les choses soient très claires, je pense qu'on peut parler de tout ce qu'on veut. Et on va peut-être prendre les choses du côté, en tout cas le sujet du côté africain. Si aujourd'hui il n'y a pas de développement économique,
s'il n'y a pas d'entreprise qui se forme, si on ne favorise pas justement le développement du numérique en Afrique, si on ne facilite pas l'aéromobilité, vous savez très bien que j'ai eu l'occasion de vous envoyer un papier, j'avais dit à tous ceux qui sont contre l'avion, vous ne pouvez pas faire une ligne de train, même si j'aime beaucoup le train, entre Dakar et Nairobi. Voilà, c'est l'avion. Or, l'aéromobilité, c'est-à-dire que la connexion à l'intérieur du continent africain est un élément déterminant de son développement. Si on n'arrive pas à monter des entreprises qui vont pouvoir employer, qui vont pouvoir sortir les uns et les autres, les plus démunis de la pauvreté, qu'est-ce que vous voulez, que ce soit le continent américain ou que ce soit les Européens. Donc c'est un partenaire, effectivement. C'est un partenaire et c'est surtout aux Africains. Mais moi, je suis toujours constant dans mon propos. C'est aux Africains de se dire, voilà où on veut aller. On se donne les moyens parce qu'il y a énormément de moyens. On prend les meilleurs pour réussir. Vous savez, je n'ai qu'un seul mot à la bouche, c'est l'excellence dans ce que l'on fait. L'excellence dans ce que vous faites. Vous, le spécialiste des États-Unis, finalement, Donald Trump, est-ce qu'il offrira, vous savez, son soutien, son fervent soutien aux pays africains, d'accord, pour tenter de repousser ceux qui ont soutenu la Russie ou ceux qui ont soutenu la Chine. Effectivement. Alors, puisque vous me parlez de relations de business. Oui, oui. Donc là, c'est une vraie question de relation Je vais vous dire. Alors, à cette question, il y a une préalable. Dans les négociations avec Poutine, parce qu'il va y avoir des négociations assez rapidement, puisqu'il a dit, moi, en 24 heures, 48 heures avec le temps de voyage. Je lui donne même 48 heures. En 24-48 heures, il a réglé le problème. Tout dépendra de ce dont il aura besoin pour pouvoir régler ce sujet. Ah, vous avez raison, effectivement, c'est ce point qui sera déterminant. S'il a besoin d'isoler à un moment donné, s'il a besoin de contraindre Poutine par d'autres moyens, et on peut imaginer en disant bon, je vais renforcer ma présence aux États-Unis, ce qui changera probablement, ce qui pourrait changer la donne pour Poutine, là il le fera. C'est-à-dire qu'il l'utilisera. Et avec le président chinois ? Ça sera exactement la même chose. Ça sera exactement la même chose parce qu'il se dit, comme c'est vraiment l'une de ses majeures. Souvenez-vous, dès la première campagne, il avait dit la Chine, c'est insupportable, les emplois partent en Chine, etc. Donc ça sera une majeure et en réalité, ce qui se joue, c'est la course à la première place pour la puissance mondiale entre la Chine et les États-Unis. Alors, c'est pas pour demain, je vous le concède. Et nous ne serons peut-être pas de ce monde lorsque ça pourrait se produire. Mais sait-on jamais parce que les Chinois sont obsédés là-dessus. Ils ont une longueur d'avance, cher ami. Si les Chinois, tout dépendra de la position de Xi Jinping vis-à-vis de Taïwan. Donc pour des tas de raisons, en fonction de son propre agenda présidentiel américain, il utilisera l'Afrique, j'ai envie de dire, je ne dirais pas, attention, je ne suis pas en train de dire que l'Afrique sera pour lui une variable d'ajustement, mais il ne faut pas être naïf. Lui, il utilisera tout ce qu'il y a autour pour pouvoir parvenir à ses fins. C'est la raison pour laquelle, vraiment, j'insiste. Quand vous me dites Trump vis-à-vis de l'Afrique, il faut aussi que l'Afrique se dise qu'est-ce que nous voulons. Face à un homme comme ça, il faut arriver en ayant son propre agenda. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on y arrive à 100%, mais si on arrive sans agenda, il ne vous respecte pas. L'homme influent que vous êtes, c'est très intéressant, hein. On a envie de passer beaucoup de temps pour parler géopolitique et notamment économie. Chers amis téléspectateurs, vous savez quoi, je vous propose, parce que c'est un homme influent, vous l'aurez compris, ça ne nous a pas échappé, homme influent et puis surtout un homme de réseau. J'aimerais avec Romain, notre réalisateur, faire défiler une série de photos. Et on a été dénicher quelques photos de vous avec des hommes puissants, des hommes très puissants. Vous êtes un homme de réseau, mon cher Jean-Claude Beaujour. Comment vous vous êtes retrouvé, par exemple, avec M. Al Gore ? C'est quand même exceptionnel, là. Oui. Vous êtes à table avec lui, vous discutez comme deux potes. Alors, comment est-ce que je me suis retrouvé avec lui ? Tout d'abord parce que je suis au conseil d'administration d'une organisation d'avocats internationaux qui a pignon sur rue et que ce jour-là, le vice-président
il se trouve que le vice-président, tout à fait par hasard, le vice-président est arrivé avec un peu d'avance et c'est moi qui étais en charge de le recevoir et voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc je devais le rencontrer, mais là on a eu un échange encore plus en proximité. Et je me souviens d'ailleurs lui avoir demandé est-ce que ça ne lui faisait pas un peu mal de voir qu'il était passé à côté de l'élection présidentielle face à Bush, et il m'avait dit, vous savez, à un moment donné, il faut accepter la défaite pour ne pas porter atteinte aux institutions et à la démocratie. Mais j'ai eu un échange, mais aussi certains devraient évidemment s'en inspirer, j'ai envie de dire, mon cher maître. Mais absolument. Et par la suite, avant, j'avais déjà eu des contacts avec des conseillers de Barack Obama, parce que je connais bien la Californie, et donc, mais ça se fait, j'ai envie de dire, c'est surtout le fruit de quand je vous dis savoir ce que l'on veut et y mettre le temps et le travail, les Américains savent aussi reconnaître ça. Donc, Jean-Claude Bougeon, autre photo, c'est avec M. Lewis. Oui. Ça, c'est une belle photo. Absolument, c'était un peu plus d'1 an avant qu'il ne décède. Nous avons vraiment eu plusieurs échanges et il avait beaucoup apprécié la visite que lui avait rendue le président Macron. Et puis surtout pour moi, Monsieur Lewis, il traduisait bien, c'était l'être vivant qui avait combattu sur les civil rights, parce que quand on vous parle d'un certain nombre de sujets, on oublie trop souvent qu'il y a d'abord eu la ségrégation, et c'est parce qu'il y a eu la ségrégation... Grand personnage, M. Lewis, quand on connaît l'histoire. Vous savez, moi, quand je vous dis, quand on connaît l'histoire, il m'est souvent arrivé de me dire qu'aujourd'hui, je pouvais rentrer dans un restaurant, je pouvais prendre un avion, je pouvais m'arrêter dans un hôtel comme n'importe quel autre... Il fait partie de ces personnalités, justement. Oui, c'est cela. Et grâce au combat mené, je n'oublie pas que si aujourd'hui, je rentre dans un hôtel, allez, par hasard, à Mar-a-Lago, et qu'on me traite comme n'importe quel autre citoyen, c'est qu'il y a eu des John Lewis, des combats qui ont été menés. Mais je n'oublie pas aussi une chose, qu'il faut poursuivre le combat, parce que l'égalité, elle doit être réelle, elle est toujours à gagner. Je poursuis effectivement ce combat. On arrive au terme de cet entretien. Sur un autre registre, Maître Beaujour, c'est avec M. Raffarin. C'était une conférence, non? Oui. On va découvrir l'image grâce à Romain. Alors, c'est vrai que Jean-Pierre Raffarin me demande, on se connaît bien, à plusieurs reprises, donc il m'invite à un certain nombre de manifestations qu'il organise. On est de la même sensibilité politique, évidemment, et j'arrive aussi à avoir un échange franc, parce qu'il n'y a pas de ma part, et vous savez comment je suis, je ne suis pas dans la revendication excessive. Parfois, on me trouve pas assez émotif. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion, mais j'essaie de regarder un certain nombre de situations de manière assez à la fois rigoureuse et froide pour pouvoir trouver la bonne solution. Parce qu'il faut aussi, pour trouver la bonne solution, il faut avoir la relation suffisamment équilibrée. Et avec Jean-Pierre Raffarin, mais pas avec lui, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de gens, y compris à gauche, parce que là, vous avez montré quelques personnalités de droite, mais y compris à gauche, parce que je crois en la République, je crois en la méritocratie, je crois en la liberté, je crois aussi qu'il faut savoir mener un certain nombre de combats. Vous avez parlé de Lewis, je suis de ceux qui disent oui, il y a de la discrimination en France, mais ça n'est pas en étant dans la stigmatisation qu'il faut qu'on arrive à résoudre les problèmes. Donc c'est avoir un discours qui soit un discours d'apaisement, un discours sérieux, sévère, mais d'apaisement, c'est une belle pour qu'on puisse conclusion. aller de l'avant. Belle conclusion, Maître Beaujour. Merci infiniment. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Bravo pour tout ce que vous entreprenez. Jean-Claude Beaujour, avocat international, spécialiste des États-Unis, mais également aussi acteur politique, sait-on jamais, pour 2027, à surveiller de très près. Merci Jean-Claude Beaujour. Merci, à très bientôt. Restez fidèles à Global Africa Télé Sud, vous le savez, plus que jamais d'ailleurs, on est ensemble et on avance ensemble. Portez-vous bien, les programmes continuent et d'ici là, portez-vous bien, on ne lâche rien. À bientôt.